Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA au sommaire de l'édition de ce 19 octobre 2022. Taux alarmant de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans au Burundi, l'UNICEF alerte. Des organisations de la société civile réclament l'exécution du jugement de la Cour de l'UAC sur le troisième mandat de feu Nkurunziza. Tout à l'heure, vous suivrez les revendications envoyées au président burundais et président de l'UAC ainsi qu'au président des autres pays de la communauté. Enfin, le gouverneur de Kirundo est accusé par ses administrés de détourner les fertilisants destinés aux agriculteurs de cette province. Voilà les grands titres, tout de suite le développement. Bonsoir ou bonjour. La réhabilitation des victimes du troisième mandat illégal, le respect d'un état de droit et le retour à la constitution de 2005 font partie des revendications d'une vingtaine d'organisations et coalitions de la société civile burundaise. Ce lundi, ces organisations ont adressé une correspondance au président du sommet des chefs d'État de l'UAC, Émile Nibasumba. C'est à Évariste Ndayishimiye, président du sommet des chefs d'État de l'UAC, que les organisations de la société civile burundaise ont écrit pour réclamer un dialogue inclusif. Ce dialogue, piloté par la communauté est-africaine, aboutirait, selon ces organisations, au retour au Burundi dans la dignité des centaines de milliers de réfugiés. Ce dialogue franc et sincère permettrait aussi de réhabiliter les défenseurs de la légalité constitutionnelle qui ont été injustement victimes de la diabolisation, de procès politiques téléguidés, de spoliation de biens et de mandats d'arrêt qui ne sont exécutés par aucun pays au monde. Le président Évariste Ndayishimiye l'offrait pour mettre en application l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UAC, l'arrêt selon lequel le troisième mandat de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, a violé l'accord d'Arusha, la constitution du Burundi et le traité de la communauté est-africaine. Ces organisations rappellent qu'au cours de ce troisième mandat illégal, les forces de l'ordre du Burundi se sont jointes à la milice Imbonerakure affiliée au parti CNDD-FDD au pouvoir pour opérer une répression sanglante qui a contraint des centaines de milliers de Burundais à fuir le pays, tandis que des milliers d'autres ont été tués, portés disparus ou emprisonnés arbitrairement. Comme la Cour de justice de l'EAC reconnaît que l'accord d'Arusha est une pierre angulaire de la législation constitutionnelle burundaise et qu'il doit être respecté, il s'impose d'organiser, selon ces organisations, un retour à la Constitution de 2005 qui protégeait les minorités tant politiques qu'ethniques, surtout que cette Constitution, votée dans un contexte de répression des opposants politiques, est le fruit des institutions illégales. Ces organisations recommandent aussi la réouverture des médias indépendants contraints à l'exil, la levée des interdictions des activités des organisations de la société civile radiées ou suspendues, ainsi que la réouverture de l'espace politique qui permettrait aux partis politiques de l'opposition disloqués par le pouvoir en place de travailler librement au Burundi. Elle recommande également l'annulation des procès politiques fantaisistes visant à proscrire les libertés civiles des défenseurs de la légalité constitutionnelle de 2015, ainsi que la spoliation de leurs biens, la levée des mandats d'arrêt internationaux contre les membres de la société civile, des journalistes et des membres des partis politiques d'opposition en exil, la libération la plus immédiate possible et inconditionnelle des personnes arbitrairement détenues à cause du troisième mandat illégal de 2015, y compris celles qui sont détenues au secret et celles impliquées dans le putsch manqué de 2015, tout en garantissant leur intégrité physique. Ces organisations demandent aussi aux partenaires du Burundi en général et aux garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation en particulier de jouer un rôle important dans la résolution de la crise burundaise qui dure déjà plus de 7 ans. Merci Émile Nibasumba. Les droits des prisonniers ne cessent d'être bafoués dans les différentes maisons carcérales du pays. Non seulement ces détenus sont en nombre excessif, avec un taux d'occupation des prisons d'environ 300%, Akat Burundi montre que durant les 3 derniers mois, le droit à l'alimentation
aux soins de santé et à la liberté ont été refusés à plusieurs détenus qui en avaient pourtant le droit. Emmanuel Niyungeko nous fait le point. Construite pour accueillir 4294 détenus des 10 prisons se trouvant dans 10 différentes provinces, Muramvya, Bujumbura, Gitega, Rumonge, Bururi, Muyinga, Bubanza, Ruyigi, Rutana et Ngozi, comptée jusqu'au 31 septembre, 12 323 détenus et 117 nourrissons marquent ACAT Burundi dans ce rapport de situation des droits des prisonniers durant la période de juillet à septembre 2022. Durant cette période, l'Association pour l'abolition de la torture a inventorié différents types de violations des droits de ces dizaines de milliers de gens. Dans les 10 prisons, la ration alimentaire des prisonniers a pour plusieurs jours manqué. Selon ACAT Burundi, cette rupture répétitive de stock est due au problème de droit de marché qui va avec le problème de paiement des fournisseurs. Les deux sont pratiquement faits par clientélisme. Les aliments fournis sont aussi détournés à l'intérieur des prisons, dénonce l'ACAT Burundi. Privés de liberté, ils se retrouvent indigents. Certains vendent les objets en leur possession en prison pour avoir de quoi manger. Affamés, leur santé se détériore et certains prisonniers ont déjà perdu la vie. Ici, ACAT Burundi cite le cas d'un détenu de Bubanza, le nommé Deo Habyarimana, décédé le 15 août suite aux conséquences de cette rupture de stock des aliments. La privation aux soins de santé est un autre droit refusé à certains de ces plus de 12 000 locataires des prisons du pays. Les victimes de cette violation des droits humains sont souvent ceux accusés d'infractions à caractère politique. ACAT Burundi mentionne aussi dans ce rapport que ce droit est refusé à ceux qui ont besoin d'un transfert en dehors de la prison, mais aussi à ceux qui sont soignés dans les structures de santé de ces maisons carcérales, car n'ayant pas de médicaments suffisants. Parmi ces 12 323 détenus, 6 882 sont des prévenus et 5 309 les condamnés. ACAT Burundi relève parmi les types de violations dont sont victimes les prisonniers la détention arbitraire. Plusieurs sont détenus sans titre ni droit. Des détenus libérés, acquittés ou même ayant perdu leur peine, mais qui n'ont pas été autorisés à quitter les prisons. Enfin, ACAT Burundi plaide pour le respect de ces détenus pour des conditions de détention humaines. ACAT Burundi demande au gouvernement d'éviter ces ruptures de stock des aliments, d'accélérer le processus de désengorgement des maisons carcérales, de punir les responsables des cas de détention illégale, mais aussi de respecter les conventions internationales auxquelles le Burundi a souscrit. Et en politique, le parti Sawanya Frodebu demande au gouvernement de mettre des conditions permettant aux Burundais encore en exil de regagner le pays. Le président de ce parti l'a dit dans une conférence de presse au moment où ce vendredi, le pays va commémorer le 29e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Pour Pierre Claver Nahimana, tant qu'il y a des Burundais qui se sentent persécutés, on ne pourra jamais parler de développement. Suivez Pierre Claver Nahimana, le président du Frodebu. Ce que nous demandons, que le gouvernement puisse ramener la quiétude et la paix chez tout le monde, que tous les Burundais qui sont à l'extérieur du pays, qui ont fui le pays, puissent se sentir à l'aise pour revenir. Il y a espoir que cela puisse se faire très rapidement. Nous avons constaté que ces derniers jours, il y a des Burundais qui étaient indécrottables, qui disaient « je ne rentrerai jamais au Burundi », mais qui sont rentrés. On les voit ici dans la ville de Bujumbura, à gauche, à droite, et pourtant, il y a quelques années, ils se disaient très menacés. Mais ils sont rentrés, même si le gouvernement ne le dit pas tout haut, ça veut dire qu'il a pris certaines mesures pour les tranquilliser. Alors, si le gouvernement l'a fait, pourquoi il ne le fait pas pour tout ce monde-là qui est dehors? Cela est possible. On est en démocratie, il faut savoir jouer sur ce genre de paramètres pour que, effectivement, le pays puisse avoir la quiétude. Si vous ne le faites pas, sachez bien qu'un pays qui n'est pas tranquille, il est impossible qu'il aille dans le développement. Nous voulons voir cette dynamique. RPA. Et poursuivons ce journal avec la page gouvernance. Les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie disent ne pas être rassurés par les propos du lieutenant-général Diomède Ndegeya selon lesquels ils vont bientôt recevoir leurs indemnités. Il précise que bien que l'Union européenne ait débloqué 600 millions d'euros, ils n'espèrent pas être régularisés à temps car le gouvernement burundais a la mauvaise habitude de retarder leurs indemnités contrairement à ceux des autres pays contributeurs de troupes en Somalie. Suivi plutôt un de ces militaires burundais qui s'est confié à la RPA.
Nous, militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie, avons entendu les propos du lieutenant général Diomede Ndegeya. Nous tranquillisons en regardant que nous allons bientôt recevoir nos indemnités du fait que l'Union européenne a débloqué 600 millions d'euros. Nous voulons exprimer notre doute quant à la mise en application de cette promesse, car le gouvernement burundais a la mauvaise habitude de retarder nos indemnités. Avant que la mission ne devienne optimiste, nos indemnités étaient toujours en retard. On nous expliquait que l'Union européenne ne les a pas encore débloquées. Pourtant, les troupes des autres pays contributeurs recevaient à temps leurs indemnités. Nous demandons à la FMIS de nous informer aussitôt que ces indemnités sont débloquées afin de les réclamer à temps auprès du gouvernement, ou bien qu'elles soient versées sur nos propres comptes au lieu de transiter sur les comptes de l'État parce que nous avons constaté qu'ils les utilisent pour d'autres fins et sont versées sur nos comptes en tranches et après plusieurs mois de réclamation. Seul l'argent destiné au gouvernement pourrait être versé sur ces comptes, mais pas nos indemnités. Au début de cette émission, on avait droit à l'argent de poche, une somme de $500. Aujourd'hui, on n'a même pas de savon, pas de dentifrice, ni de tirage pour nos chaussures. Nous demandons donc d'être informés à temps aussitôt que nos indemnités sont débloquées et de les verser sur nos propres comptes. Nous demandons aussi à notre gouvernement d'honorer ses engagements, à l'instar des autres pays contributeurs de troupes en Somalie. Et grogne, c'est du côté des démobilisés qui n'ont pas été enregistrés au cours du recensement les concernant qui s'est déroulé vers la fin du mois de septembre. Ces anciens combattants expliquent que les délais consacrés à ce travail étaient courts au moment où certains ne se trouvaient pas sur les lieux d'enregistrement. D'autres encore disent qu'ils avaient perdu leur badge. Le pensez avec Josiane Montaneza. Le recensement des démobilisés a été effectué à partir du 21 septembre de cette année par la Direction générale des anciens combattants. Selon certains anciens combattants qui se sont entretenus avec la RPA, il y en a qui ne sont pas parvenus à se rendre dans leur localité d'origine respective où se déroulait cette activité pour se faire enregistrer. L'un d'entre eux témoigne. Ils exigeaient des badges aux anciens militaires ex-FAB et aux anciens rebelles et ils les obligeaient à se rendre dans les provinces natales. Mais il y a eu beaucoup de zones d'ombre dans ce travail car ils ont refusé d'enregistrer certaines personnes. Il y a des gens qui travaillent loin et qui ont été au courant de ce travail tardivement. Quand nous sommes arrivés sur place, le recensement était déjà terminé. Mis à part le nombre pléthorique de ces démobilisés qui devraient se faire recenser, les personnes qui ont suivi de près ce recensement font savoir que ce travail a duré le temps de la rosée. Elles indiquent que de ce fait, certains anciens combattants qui avaient perdu leur carte de démobilisation ne se sont pas fait inscrire à temps. L'équipe des agents recenseurs a effectué cette opération du 21 au 22 septembre seulement. Le lendemain, ils ont dit qu'ils allaient revenir une autre fois. Il y avait une foule de personnes au bureau provincial qui voulaient se faire recenser. Ils ont même fait appel à d'autres agents recenseurs en provenance de l'état-major à Bujumbura pour appuyer l'équipe sur place. Ils travaillaient jusqu'au coucher du soleil. En grande partie, les personnes qui ont eu plus de problèmes sont ceux qui avaient perdu leur badge de démobilisation. Il est exigé d'amener d'abord des déclarations de perte, mais c'était pour les décourager car toutes ces données sont enregistrées au niveau du ministère de la Défense. Ces démobilisés demandent au ministère de la Défense, en l'occurrence la Direction générale des anciens combattants, de sortir du silence afin qu'ils sachent quand débutera un autre recensement pour ne pas être privés de leurs droits. Merci à toi aussi Josiane Montaneza. Et les habitants de la province Kirundo, je vous l'avais dit en titre, accusent le gouverneur de cette province de détournement de l'engrais chimique fourni par l'usine FOMI. Ces habitants révèlent que ce lundi, il y a de l'engrais qui a été transporté du domicile de cette autorité vers un endroit inconnu. Ils sont surtout indignés du fait que ceux qui ont dénoncé cette fraude sont en train d'être poursuivis. Les détails avec Dani Claire, il a trouvé.
Les habitants du chef-lieu de la province de Kirundo accusent le gouverneur de cette province, Albert Atungimana, de détourner l'engrais chimique fourni par l'usine FOMI sur base des faits constatés lundi dernier. En effet, 4 jeunes hommes ont assisté au chargement d'environ 3 tonnes de cet engrais à bord d'un véhicule de marque Edina garé au domicile du gouverneur, comme l'indique cet habitant de Kirundo. Dernièrement, l'engrais avait été fourni et le gouverneur en a pris 3 tonnes qu'il a conservé chez lui. Hier, un véhicule de marque Dina était en train de charger cet engrais. 4 garçons qui étaient sur le lieu ont vite divulgué l'information, comme quoi le gouverneur venait de spolier l'engrais. Notre gouverneur est vraiment fautif. Il s'accapare et cache l'engrais chimique ainsi que les autres biens et matériels pour des fins personnelles. Il est généralement connu dans plusieurs cas de commerce frauduleux. La population de Kirundo s'indigne du fait qu'au moment où le gouverneur en question n'est pas inquiété, il s'acharne cependant sur ceux qui ont dénoncé ce vol et les menace de les emprisonner à défaut de les assassiner, martèle notre source. Cela a fait que ces garçons prennent le large. Aucun d'entre eux n'est encore ici à Kirundo. Ils ont tous disparu puisqu'il est à leur poursuite pour les emprisonner. Selon les zombies, ces garçons pourraient même être tués. Ainsi donc, ils se sont sauvés. Les habitants de la province Kirundo demandent qu'il y ait des enquêtes minutieuses afin de découvrir la destination de cet engrais chimique et que les coupables de ce détournement soient punis. Quant à ceux qui ont donné l'alerte, qu'ils soient protégés pour ne pas être victimes d'avoir dénoncé ce vol. Nous avons essayé de joindre Albert Atungimana, gouverneur de la province Kirundo, pour qu'il s'exprime par rapport à ces allégations, mais sans succès. Dany Claire, Ida Toumba, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition ainsi que d'autres productions de la RPA sur les pages Facebook, Twitter et YouTube de la RPA Idwi Yawanyageugu, mais également sur le www.rpa.bi. RPA. Je vous l'avais dit au début de ce journal, l'UNICEF tire le signal d'alarme sur la prédominance de la malnutrition aiguë sévère au Burundi, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. C'est du moins ce que l'on peut lire à travers l'article du site Relief Web de ce mardi qui montre que la province de Karuzi est la plus affectée avec un taux dépassant le seuil national d'alerte et avoisinant celui de l'Organisation mondiale de la santé. Onésime de Schéma Guidé pour plus de détails. La province de Karuzi est particulièrement touchée par le retard de croissance avec une prévalence de 61,9%, bien supérieure à la moyenne nationale de 55,8% et le seuil d'alerte de 30%. Selon l'enquête nutritionnelle de 2022 menée par le ministère de la Santé publique et l'Office national des statistiques, avec l'appui de l'UNICEF, du Programme alimentaire mondial et du groupe de volontaires civils, la prévalence de la malnutrition aiguë globale dans la province de Karuzi est de 4,7% avec 1,3% de malnutrition aiguë sévère. Au cours d'une visite effectuée vers la fin du mois de septembre cette année dans la dite province par une délégation aux commandes de Mélanie, ambassadrice des États-Unis au Burundi, la représentante adjointe de l'UNICEF au Burundi, Nathalie Meya, a déclaré que ces statistiques sont inquiétantes étant donné que cette situation affecte le développement de la petite enfance. Reprise par le site Relief Web à travers son article publié ce mardi 18 septembre, Nathalie Meya attire l'attention sur le fait que chaque année au Burundi, environ 60 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère doivent être soignés. La prévalence de la malnutrition aiguë globale a-t-il déploré est proche du seuil d'alerte de 5% fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Nathalie Meya a également averti que la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans a augmenté au cours des derniers mois de 2022. Depuis le début de cette année, le district sanitaire de Wuhiga a accueilli 1315 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, sur un total de 34 341 enfants admis et traités dans tout le pays, selon le ministère de la Santé publique. Et parlant toujours santé, les médicaments de la rue ne diffèrent pas du poison pour la santé de la personne qui les prend. Réaction du docteur Jean Minani, alors que la vente de ces médicaments continue autour de l'ancien marché central de Bujumbura. L'ancien ministre de la Santé estime que certaines autorités laissent délibérément la vente de ces médicaments pour leurs propres intérêts. Les médicaments vendus en dehors des hôpitaux et des pharmacies constituent un véritable poison. C'est un véritable poison dans ce sens que personne ne peut vérifier s'ils ne sont pas périmés
ou encore s'ils contiennent des doses, ce qu'on appelle au principe actif, suffisant pour pouvoir soigner les maladies. Un médicament qui est périmé est un poison qu'il faut jeter et enterrer. Donc, les conséquences sont graves pour ceux qui utilisent ça. Ils s'empoisonnent, ou s'ils ne s'empoisonnent pas, ils ne guérissent pas, ou s'ils guérissent, c'est compté sur un hasard, un pur hasard. Ces médicaments qui sont distribués, vendus, au vu au su des autorités sanitaires en place, même administratives, montrent que ceux qui les vendent les trouvent ou les achètent quelque part chez ces individus. Donc, que ces vendeurs sont obligatoirement liés à ceux qui devaient les en empêcher, ce qui serait très grave. Docteur Jean Minani conseille plutôt à ceux qui achètent ces médicaments contrefaits de ne pas se contenter de leur bas prix, mais plutôt de songer aux lourdes conséquences qu'ils engendrent. Encore une fois, Docteur Jean Minani, ancien ministre de la Santé. Ces médicaments coûtent très peu cher parce que, d'abord, s'ils sont faits, ils ne payent pas la douane, ne payent pas des impôts, ce qui fait qu'ils les vendent au plus bas. Mais aussi, ce sont des médicaments généralement périmés ou en voie de péremption. Alors, leurs prix doivent être plus bas que les autres prix des pharmacies. Et ceux qui les achètent doivent savoir que même s'ils achètent à un prix bas, ils achètent un poison, soit des médicaments avec des doses insuffisantes, incapables de guérir la maladie dont ils se traitent. Donc c'est un grand risque qu'ils prennent pour aller acheter ces médicaments dans un marché qui n'est pas les pharmacies ou alors les hôpitaux. Il faut donc qu'ils fassent attention, ou plutôt qu'ils cessent de le faire et qu'ils s'adressent à des pharmacies avec une ordonnance médicale bien sûr. Et dernier dossier de ce journal, grogne de certains commerçants du quartier Kajiji, zone Kanyosha, qui dénoncent la brutalité utilisée par le chef du quartier ce mercredi en fermant les boutiques afin qu'ils participent à une réunion d'échange avec le maire de la ville. Même son de cloche chez leurs clients qui, tout en indiquant être aussi victimes de ces perturbations, qualifient d'arbitraire ces actes car, disent-ils, dans d'autres quartiers, les activités commerciales n'ont pas été toutes fermées. Éloge divin, les méchants. Alors qu'il était organisé une réunion d'échange entre le maire de la ville de Bujumbura et les habitants de la zone Kanyosha, certains commerçants révèlent que la journée a été dure pour eux. Pour cause, le chef de quartier Kajiji, le nommé Ferdinand Minani, accompagné de certains Imbonelakure et notables, a usé de la force pour obliger tous les commerçants à participer dans la dite réunion. Certains commerçants ont été menacés d'être sanctionnés sévèrement, témoigne cette source. Des propriétaires de boutiques, de restaurants et tout endroit où les habitants peuvent s'approvisionner en vivres ou en toute autre chose au quartier ont tous été fermés sur ordre du chef de quartier. Certaines boutiques ont été fermées avec des cadenas par le chef de quartier lui-même, tandis que pour d'autres, les commerçants fermaient et lui remettaient les clés. Donc s'il ne le veut pas, aucun commerçant ne peut ouvrir sa boutique. Les commerçants qui étalent leurs marchandises sur des tables ont été brutalisés par le chef de quartier qui leur a également dit qu'ils ne pourront même pas travailler demain sous prétexte qu'ils n'ont pas participé dans cette réunion. La zone de Kanyosha est constituée de 7 quartiers. Certains commerçants du quartier Kajiji trouvent arbitraire le comportement de leur chef de quartier car, selon eux, la tenue de la dite réunion n'a pas empêché l'ouverture des commerces dans d'autres quartiers. En principe, s'il y a une réunion organisée à l'intention de la population, les commerçants se divisent en groupes et certains restent sur place au moment où d'autres vont participer à la réunion. Ils ont vraiment exagéré car nous sommes les seuls à qui on a exigé de tout fermer. Si tu vas par exemple au quartier Moussama, Kigwati ou ailleurs, ils n'ont pas été tous obligés de fermer. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Ferdinand Minani, chef de quartier Kajiji, pour qu'il donne sa réaction aux indignations de ces sujets. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.